La pluie tombait violemment sur les toits de tôle du quartier de Yopougon, créant un vacarme assourdissant qui couvrait presque les cris venant de la petite maison verte délavée. À l'intérieur, Malik, 24 ans, était à genoux sur le sol en ciment froid. Il tâtonnait frénétiquement avec un chiffon humide, essayant d'éponger une bière renversée. Malik était aveugle depuis l'âge de 10 ans, suite à l'accident de voiture qui avait emporté ses 2 parents. « Tu es inutile. Même nettoyer, tu ne peux pas le faire correctement sans tes yeux pourris, hurla l'oncle Blaise. Blaise était un homme massif, le visage bouffi par l'alcool et l'amertume. Il avait recueilli Malik non par amour, mais parce que la loi l'y obligeait pour toucher la pension des parents défunts. Une pension qu'il avait dilapidée depuis longtemps dans les maquis et les jeux de hasard. « Pardon, mon oncle. La bouteille a glissé. » murmura Malik, la voix tremblante. « Elle a glissé ? Comme ta vie a glissé entre mes mains. Tu me coûtes cher, le parasite. Si tu ne finis pas de nettoyer ça dans 2 minutes, tu dormiras dehors sous la pluie. » Blaise sortit en claquant la porte, laissant Malik seul dans l'obscurité. Mais pour Malik, l'obscurité n'était pas vide. Elle était remplie de sons. Il entendait le rythme de la pluie, le bourdonnement du vieux frigo, les battements de son propre cœur apeuré. Malik n'avait rien, mais il avait un don. Un don que son oncle méprisait mais qui était son seul trésor, une oreille absolue. Il pouvait reproduire n'importe quelle mélodie, n'importe quel son, n'importe quelle émotion, s'il avait un instrument entre les mains. Dans un coin du salon, couvert de vieux draps et de poussière, trônait l'héritage interdit, le vieux piano droit de son père, qui était un musicien d'église respecté avant sa mort. L'oncle Blaise avait interdit à Malik d'y toucher, menaçant de lui briser les doigts s'il l'entendait jouer. La musique ne remplit pas le ventre, espèce de rêveur, disait-il. Ce soir-là, alors que l'orage grondait, Malik rampa vers le piano. Il souleva doucement le couvercle. Il ne joua pas. Il posa juste ses doigts sur les touches froides, imaginant la mélodie qu'il avait dans la tête. Une mélodie de larmes et d'espoir. Le lendemain, l'oncle Blaise annonça une nouvelle terrible. « J'ai trouvé un travail pour toi, le parasite. Tu iras au grand carrefour. Tu t'assiéras là-bas avec un bol. Tu es aveugle, les gens auront pitié. Tu me ramèneras au moins 5000 francs par jour, sinon tu ne manges pas. » Malik sentit son estomac se nouer. Mendier. C'était donc ça son avenir. « Mon oncle, je peux travailler, je peux accorder des instruments, je peux. » Tais-toi. Qui va confier un instrument à un aveugle ? Tu iras mendier, point final. On le déposa au carrefour. La chaleur, la poussière, les klaxons agressifs, les odeurs d'échappement. Pour Malik, c'était l'enfer sensoriel. Il resta assis là, recroquevillé, son bol vide entre les mains, refusant de tendre la main. Il pleurait silencieusement derrière ses lunettes noires. Vers midi, alors que le soleil brûlait sa peau, une mélodie lointaine parvint à ses oreilles. C'était un son d'orgue. Il venait de la petite chapelle Sainte-Cécile, située juste derrière le marché bruyant. Guidé par le son comme un marin par un phare, Malik se leva. Il abandonna son poste, son bol, et avança en tâtonnant le long des murs, trébuchant sur les pierres, évitant de justesse les motos. Il arriva devant la porte ouverte de l'église. Il y avait là le père Joseph, un vieux prêtre qui jouait maladroitement un cantique. Malik entra. « Mon père » dit-il doucement. Le prêtre sursauta. « Qui est là ? » « Je m'appelle Malik. Je peux vous montrer comment jouer cet accord ? Il sonne faux. » Le père Joseph, intrigué par ce jeune homme en guenilles aux lunettes noires, se poussa du banc. « Tu connais la musique, mon fils ? » Malik s'assit. Ses mains trouvèrent les touches. Et soudain, la magie opéra. Ce n'était plus de la musique, c'était une prière. Malik joua sa douleur, sa solitude, l'injustice de son oncle, la beauté de la pluie. Le père Joseph en eut le souffle coupé. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Tu as des mains d'or. » À partir de ce jour, un pacte fut scellé. Chaque jour, Malik ferait semblant d'aller mendier, mais il irait à l'église. En échange, le père Joseph lui donnait à manger et le laissait jouer des heures durant.
C'était leur secret. 6 mois passèrent. Malik revivait. Sa musique devenait plus complexe, plus belle. Les fidèles venaient plutôt à la messe juste pour l'entendre répéter. On l'appelait l'ange aveugle. Mais à la maison, l'enfer continuait. L'oncle Blaise, voyant que Malik ne ramenait presque pas d'argent, le père Joseph lui donnait quelques pièces pour faire illusion, devenait de plus en plus violent. Un soir, Blaise rentra accompagné d'un homme à l'allure louche, Monsieur Kofi, un receleur connu du quartier. « C'est ici, dit Blaise, la voix pâteuse. Le piano prend trop de place. Donne-moi 50 000 francs et il est à toi. » Malik, qui était dans la cuisine, se figea. Vendre le piano de son père? C'était le dernier lien avec ses parents. Il se précipita dans le salon, renversant une chaise. « Non. Mon oncle, je t'en supplie. Pas le piano. C'est tout ce qu'il me reste de papa. » Blaise le gifla violemment, l'envoyant au tapis. « Tais-toi. Ce piano est à moi. Tout ici est à moi. Kofi, prends-le. » Malik s'accrocha au pied du piano, hurlant, pleurant. Monsieur Kofi, gêné par la scène, recula. Blaise, le petit, a l'air d'y tenir. « Et puis, il est vieux ce piano, il faut le réparer, je te donne 20 000. »« Prends-le et fous le camp, » hurla Blaise. Ils emportèrent le piano. Malik entendit le bois grincer, les cordes résonner une dernière fois comme un cri d'agonie quand ils le passèrent par la porte. Ce soir-là, quelque chose se brisa définitivement en Malik. Ce n'était pas seulement un instrument qu'on lui avait volé, c'était sa voix. Privé de son piano à la maison, Malik passait ses journées entières à l'église. Un après-midi, alors qu'il improvisait une mélodie particulièrement mélancolique, une femme entra. Elle s'appelait Sarah. Elle était productrice de musique, venue de France pour chercher des talents bruts pour un grand festival international à Abidjan. Elle était fatiguée, déçue par les auditions du matin où tout le monde essayait de copier les stars américaines. Elle s'était arrêtée à l'église pour chercher un peu de fraîcheur. Et elle avait été clouée sur place. La musique qui sortait de cet orgue n'était pas normale. Elle racontait une histoire. Elle s'approcha doucement. « Bonjour, dit-elle quand la musique s'arrêta. Malik sursauta. « Qui êtes-vous ? Je suis quelqu'un qui n'a jamais rien entendu de tel. Je m'appelle Sarah. Comment t'appelles-tu ? Malik. Malik, écoute-moi bien. Il y a un grand concours dans 2 semaines à l'Hôtel Ivoire. Le grand prix est une bourse d'études au conservatoire et une somme de 5 millions de francs. Tu dois participer. 5 millions. Le chiffre tourna dans la tête de Malik. De quoi partir ? De quoi se faire opérer peut-être ? De quoi échapper à Blaise ? Je ne peux pas. Je suis aveugle. Je n'ai pas d'habit. Mon oncle me tuera s'il sait que je joue. Sarah posa une main douce sur l'épaule maigre de Malik. Je m'occupe de tout. Fais-moi confiance. Les répétitions commencèrent en secret. Sarah acheta à Malik un beau costume, elle l'aida à choisir ses morceaux. Malik n'avait jamais été aussi heureux. Il sentait qu'une porte s'ouvrait enfin. Mais les murs ont des oreilles. Le fils de l'oncle Blaise, un jeune délinquant nommé Junior, avait suivi Malik. Il l'avait vu monter dans la voiture de Sarah. Il l'avait entendu jouer. Il courut tout raconter à son père. « Papa, l'aveugle nous ment. Il joue de la musique pour une blanche. Il parle de millions. » L'oncle Blaise écouta, et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres gercées. « Ah bon ? Il cache des millions ? On va voir ça. » La veille du concours, alors que Malik rentrait discrètement, Blaise l'attendait. Il ne cria pas. Il était étrangement calme. « Alors, mon neveu, on devient une star ? On oublie la famille ? » Malik se glaça. « Mon oncle, Tu croyais pouvoir me doubler ? Tu crois que cet argent sera pour toi ? Tu es sous ma tutelle, idiot. Tout ce que tu gagnes est à moi. Mais tu sais quoi ? Je n'aime pas les menteurs. » Blaise fit un signe à Junior. Ils attrapèrent Malik. Ils l'enfermèrent dans la cave,
une pièce humide, sans fenêtre, infestée de rats. Tu resteras là jusqu'à ce que la dame vienne me donner l'argent. Pas de concours pour toi. » Ils fermèrent la porte à double tour. Malik hurla, frappa contre la porte jusqu'à avoir les poings en sang. Mais personne ne vint. Le jour du concours se leva. À l'hôtel Ivoire, Sarah s'inquiétait. Malik ne répondait pas au téléphone qu'elle lui avait prêté. Son tour approchait. « Où est-il » répétait-elle. Dans la cave, Malik était épuisé. Il n'avait pas bu depuis la veille. Il entendait les rats courir. Le désespoir l'envahit. C'était fini. Il allait mourir ici, dans le noir, comme il avait vécu. Soudain, il entendit une voix. Pas une voix humaine. Une voix intérieure. Celle de son père. « Malik, la musique n'est pas dans le piano. Elle est en toi. Si tu ne peux pas jouer avec tes mains, joue avec ton âme. Chante. » Malik se redressa. Il commença à chanter. Fort. De toutes ses forces. Il chantait pour couvrir sa peur. Dans la rue, le père Joseph passait par hasard, inquiet de ne pas avoir vu Malik à la messe. Il entendit cette voix étouffée qui semblait sortir de terre. Il reconnut le timbre. Il courut vers la maison. Il frappa. Personne. Il n'hésita pas. Il appela les jeunes du quartier, ceux qui aimaient écouter Malik à l'église. « Cassez la porte ! Malik est en danger !» Ils défoncèrent la porte de la cave. Malik était déshydraté, sale, tremblant. « Père Joseph. Le concours, quelle heure est-il ? » « Il est 19h, mon fils. C'est presque fini. Il faut y aller. Je dois y aller. Pas pour l'argent. Pour lui montrer que je ne suis pas un rien. » Ils le mirent sur une moto-taxi. Ils foncèrent à travers les embouteillages d'Abidjan, grillant les feux rouges. Le vent fouettait le visage de Malik, séchant ses larmes. À l'hôtel Ivoire, le présentateur annonçait. Et enfin, le dernier candidat. Malik connaît. Silence. Malik connaît ? Sarah baissa la tête, vaincue. Bon, il semble que le candidat soit absent. Nous passons au résultat. Attendez. La voix résonna depuis l'entrée de la salle. Malik, soutenu par le père Joseph, avançait dans l'allée centrale. Il était sale, sa chemise était déchirée, il sentait l'humidité. La foule murmura de dégoût. Les agents de sécurité s'avancèrent pour le sortir. Sarah se leva d'un bond et courut vers la scène. « Laissez-le. C'est lui. C'est l'artiste. » Elle aida Malik à monter sur scène. Elle le guida vers le grand piano à queue Steinway. Malik s'assit. Il posa ses mains abîmées sur les touches. Il tremblait. La salle riait. « C'est quoi ce mendiant ? C'est une blague ?» Malik prit une grande inspiration. Il pensa à la cave. Il pensa à l'oncle Blaise. Il pensa à ses parents. Et il frappa le premier accord. Un accord puissant, dissonant, violent. Comme un coup de poing. Le rire de la salle s'arrêta net. Puis, la mélodie commença. Ce n'était pas du Mozart. Ce n'était pas du jazz. C'était l'histoire de sa vie. Les notes graves étaient l'orage, les notes aiguës étaient la pluie. Le rythme s'accéléra, devenant une course effrénée, une fuite, une lutte. Malik jouait comme un possédé. Il ne voyait pas le public, mais le public, pour la première fois, voyait vraiment Malik. Il voyait sa souffrance transmutée en or pur. Quand il termina sur une note douce, suspendue dans l'air comme une dernière prière, il y eut un silence total. Puis, quelqu'un se leva. Puis deux. Puis toute la salle. Un tonnerre d'applaudissements. Des gens pleuraient. Dans les coulisses, l'oncle Blaise regardait un écran, furieux. Il s'était faufilé, espérant récupérer l'argent si Malik gagnait. Quand Malik reçut le chèque géant de 5 millions et le trophée, Blaise surgit sur scène, bousculant Sarah. « C'est mon neveu. Je suis son tuteur. Cet argent est à moi, je gère ses finances, » cria-t-il au micro, essayant d'arracher le chèque des mains de Malik.
La salle hua. Malik recula, terrifié. Mais Sarah prit le micro. Son visage était froid comme la glace. Mesdames et messieurs, cet homme prétend être son tuteur. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Elle fit signe à la régie. Sur l'écran géant derrière, une vidéo apparut. C'était une vidéo filmée par le téléphone de Junior, que le père Joseph avait récupéré en le menaçant. On y voyait Blaise enfermer Malik dans la cave en riant, « Crève là-dedans, sale aveugle, l'argent sera pour moi ». Un cri d'horreur parcourut la salle. Blaise devint pâle. Il lâcha le chèque. Il tenta de fuir, mais la sécurité, et surtout le public en colère, lui barrèrent la route. La police, présente pour l'événement, monta sur scène. Malik, entendant les menottes se refermer, s'approcha du micro. « Oncle Blaise, dit-il doucement. » La salle se tut pour l'écouter. « Tu m'as pris mes yeux en ne me soignant pas quand c'était encore possible. Tu m'as pris mon piano. Tu m'as pris mon enfance. Mais tu as oublié une chose. » Il pointa son doigt vers son cœur. « Tu ne pouvais pas prendre ce que Dieu a mis ici. La lumière ne vient pas des yeux, elle vient de l'âme. Et ce soir, c'est toi qui es dans le noir. » 5 ans plus tard. Une belle villa à Cocody. Sur le portail, une plaque, Fondation Malik Koné, école de musique pour non-voyants. Malik, vêtu d'un costume élégant, marchait dans les couloirs. Il n'avait pas recouvré la vue, les médecins avaient dit que c'était trop tard. Mais il n'en avait plus besoin. Il entra dans la grande salle de musique. 20 enfants aveugles étaient là, assis devant des pianos, des guitares, des percussions. « Bonjour maître Malik », crièrent-ils en chœur. Malik sourit. À côté de lui, Sarah, devenue sa manager et sa meilleure amie, lui tendit un dossier. « Les inscriptions sont complètes pour l'année prochaine, Malik. Et devine quoi? On a retrouvé le vieux piano de ton père. Monsieur Kofi l'avait gardé dans un entrepôt. On l'a restauré. Il est là, devant toi. » Malik s'avança. Ses mains reconnurent immédiatement les éraflures du bois, l'odeur du vernis ancien. Il s'assit. Il commença à jouer la berceuse que son père lui jouait quand il était petit. Les enfants écoutaient, fascinés. L'oncle Blaise, lui, écoutait peut-être cette musique à la radio de la prison civile, où il purgeait une peine pour maltraitance et détournement de fonds. Seul, oublié, dans le silence qu'il avait voulu imposer aux autres. On peut vous voler vos biens, on peut briser votre corps, on peut vous enfermer dans l'obscurité la plus totale. Mais personne ne peut éteindre la lumière de votre destin si vous refusez de l'abandonner. Vos faiblesses d'aujourd'hui sont vos forces de demain. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes inutile. Chaque être humain est une note indispensable dans la symphonie de la vie. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la pour donner de la force à ceux qui traversent des moments sombres. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine grande histoire.